Donc, ce qu'on avait l'intention de faire, moi et Guillaume, peut-être premièrement, si tu veux, présenter Pyxis pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Pyxis a 3 grandes offres de services. Une offre de conseil, donc pour les organisations qui veulent faire les transitions vers l'agilité, qui veulent faire du développement personnel pour essayer de prendre en plus grande perspective ce qui est en train de se passer. On a aussi un groupe de formation, si vous voulez vous introduire, certifier, perfectionner sur des sujets autour de l'agilité. Et notre groupe de studio qui fait du développement sur mesure et qui aide aussi les startups en démarrage. Et à propos de nous, moi, je suis Mathieu Boisvert, je travaille à Pyxis depuis 2004. Je tiens différents rôles dans l'organisation, formateur, conseiller, chargé de cours. J'ai aussi été co-auteur du livre « Choisir l'agilité » avec, comme par hasard, Sylvie Trudel qui est avec moi aujourd'hui, assis tout en avant. Je m'appelle Guillaume Soyer, moi je suis Pyxis depuis 2013. J'ai fait du développement, de la gestion de projet, j'étais directeur R&D, directeur d'équipe d'assurance qualité, et j'ai lu le livre « Choisir l'agilité ». C'est une des conditions pour être chez Pyxis. J'en ai lu d'autres aussi. Donc, ce qu'on voulait faire avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une grande popularité autour des frameworks scaling depuis les dernières années. Vous pouvez en nommer quelques-uns? Safe, c'est le plus populaire, c'était trop facile. Nommez-en un autre. DAD, OK, c'est bon. 2 autres? Less, j'aime bien Less. Et il reste Nexus, effectivement. On est rendu à 4 frameworks de scaling. Ces frameworks-là n'arrivent pas de nulle part. Hein. C'est des frameworks qui ont été construits par l'amélioration continue puis ont été cogités à l'intérieur d'organisations. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'aboutissement de l'expérience qu'ils ont, eux, vécue en grandes organisations. Puis là, ils nous proposent ces frameworks-là pour, s'ils nous plaisent, bien, on peut les adopter nous aussi. Mais il y a des organisations qui continuent à faire cogiter le scaling à l'intérieur de leur organisation et qui testent des pratiques et qui sont en train de découvrir leur propre framework. Et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Et on va utiliser un exemple pour illustrer ça, le fait que les organisations cogitent leur scaling à l'intérieur de l'organisation elle-même. Donc, on va parler, s'il y avait un résumé à faire de notre conférence, d'une adoption progressive et sur mesure de l'agilité à grande échelle. Guillaume, tu veux-tu... si jamais vous êtes curieux sur les frameworks, d'un coup que c'est ça que vous vouliez qu'on jase, on a d'autres formations là-dessus. Vous pouvez venir nous rencontrer à d'autres occasions. Tu veux-tu nous illustrer rapidement, c'est quoi l'exemple qui va être le backbone de notre conférence? Oui, ça fait quelques années que j'accompagne un grand groupe d'investissement à Montréal qui s'appelle PSP. Et l'idée, il y a à peu près 3-4 ans, c'était de construire un bus d'entreprise qui permettait de faciliter l'accès, la publication et la consommation des données dans l'organisation plutôt que des systèmes qui communiquaient point à point. Et il y a un petit groupe de personnes qui avaient envie de faire les choses autrement. Ils avaient envie de développer un produit qui pouvait se mettre à jour rapidement pour pouvoir suivre l'évolution du marché. Ils avaient envie également, ils reconnaissaient également que les besoins qui allaient arriver dans 3 à 6 mois, ils ne les connaissaient pas. Et ils avaient envie que ça soit un succès. Donc on avait absolument tous les éléments fondateurs pour utiliser une approche agile. Donc, on a démarré d'une manière un peu naïve. On avait 15 personnes, 2 équipes, on a pris Scrum, puis voici ce que ça a donné. Donc ici, on va démarrer avec le cas de figure numéro 1. Quand on a décidé de choisir l'agilité, habituellement, on a pris peut-être Scrum, on a rajouté du Lean, on a rajouté de l'extreme programming pour améliorer nos pratiques. Et là, à un moment donné, on a envie de faire plus avec l'équipe qu'on a. Fait qu'on est en train d'envisager de la faire grossir. Ce qui m'amène sur le modèle de l'équipe multidisciplinaire. Une équipe de développement normale, on dit que ça a quelle grandeur? Comment? 7 à 12? 7 à 8? Comment? 5 à 9? Un 5 à 7? Si vous vous fiez sur le guide Scrum, ils vont dire 3 à 9. Si vous vous fiez sur les écrits de Mike Cohn, il va vous dire 7 plus ou moins 2. Mais
En fait, qu'est-ce qu'ils essaient de prévenir en vous faisant ce genre de recommandations-là? C'est pourquoi on essaie de garder l'équipe petite? La hiérarchie? Non, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est une question de hiérarchie. Oui. L'explosion des interactions. Tant que vous n'en avez pas d'explosion, j'adore ton terme, tant que vous n'avez pas d'explosion, gardez ça comme ça, vous allez ajouter énormément de complexité, de coordination, de synchronisation, aussitôt que vous allez séparer ça en deux. Donc, tant que votre équipe fait preuve de cohésion, que vous soyez 15, que vous soyez 20, gardez-les ensemble. Parce que ça, là, ça va toujours simplifier le problème. Et moi, j'ai travaillé dans des équipes de 15, de 20. Oui, mais là, comment tu fais pour faire un daily scrum qui tient la route avec 15 personnes? Bien, on arrête de s'en tenir aux 3 questions, puis on revient à la base du meeting, c'est-à-dire, il va comment le sprint backlog? Puis on va-tu le réussir avec le temps qui nous reste dans le sprint? Donc, il y a des moyens de transformer nos meetings pour que ça se tienne. Mais ça va toujours être plus facile de garder le groupe ensemble. Et le jour où votre groupe commence à avoir des faiblesses, que des sous-groupes commencent à s'installer, que des leaders d'opinion commencent à se battre pour essayer d'avoir raison, là, on pourrait peut-être envisager de faire une division cellulaire pour dire peut-être qu'il commence à être temps de séparer le groupe et de faire une synchronisation. Comment ça se passait dans ton cas? Nous, on l'a démarré sans vraiment se poser la question, est-ce qu'on garde une équipe à 15? On a lu le Scrum Guide et puis on a dit, on va faire 2 équipes. Donc on a fait 2 équipes, on a dit, il faut quand même qu'ils collaborent, on ne veut pas exploser les canaux de communication, mais il faut quand même qu'il y ait une communication. Et ça ressemblait à ceci. Donc 2 équipes colocalisées, donc on a vraiment essayé d'avoir les conditions gagnantes. Au même endroit, sur le même plancher, proches, un seul backlog, 2 équipes de PO, 2 Scrum Masters, des sprints synchronisés. Et comme il fallait quand même avoir une vision globale, le gestionnaire à l'époque, on a dit tu vas t'appeler PO stratège. Et on a commencé comme ça pendant quelques mois. Et on a eu des très beaux succès. Donc effectivement, petites équipes, la planification était plus souple. On a réussi à construire un backlog qui nous permettait d'avoir des demandes plus petites, plus gérables. On a également eu une espèce d'âge d'or d'amélioration continue. Avec un Scrum Master dédié pour chaque petit groupe, on a réussi sur des cycles très courts de 2 semaines à avoir une belle dynamique, construire des belles dynamiques d'équipe, faire beaucoup d'améliorations continues. Et à peu près au bout d'un an, on s'est aperçu qu'on arrivait à un plafond de cette amélioration continue. Et ce plafond-là, finalement, je peux le traduire par on a été très bon à faire de l'optimisation locale et on avait de la difficulté à faire de l'optimisation globale sur notre produit. Ça pouvait se traduire par on n'a pas réellement réussi à améliorer notre capacité à livrer plus vite. Il y avait à peu près 10 jours entre la fin d'un sprint et la mise en production. Puis ça a duré comme ça. Puis on ne trouvait pas des moyens de facilement de l'améliorer. Une équipe pouvait, le dernier jour du sprint, faire quelque chose qui n'était pas dans notre définition de terminer parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment la bonne chose à faire, casser tout le package, boum, on n'arrivait à rien livrer. Et on arrivait dans un mode de eux contre nous. C'est pas vraiment ce qu'on cherchait à faire, surtout avec une équipe de 15 personnes. La même chose à l'intérieur des équipes. L'équipe était principalement construite de spécialistes avec quelques généralistes, et on se retrouvait avec des sous-équipes à l'intérieur de l'équipe. Donc une certaine difficulté à gérer ça, et on arrivait à un point qu'on appelle un point d'inflexion où il fallait qu'on grossisse, qu'on rajoute une autre équipe. Puis tout ce qu'on s'est dit, c'est que si jamais on ne change pas, la seule chose qu'on va scaler, ce sont nos problèmes. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire pour aller chercher du succès. Donc là, on a fait une réorganisation qu'on a essayé d'ancrer autour des équipes, leur donner les règles du jeu. On va continuer en Scrum, équipe multidisciplinaire, réorganisez-vous. Et ça a donné ça. Là, si j'étais dans la salle, moi, j'aurais une folle envie de te poser une question. Mais t'es pas si dans la salle. jamais vous êtes dans la salle, vous avez une folle envie de poser une question, vous ne vous gênez pas. Tu as dit « nous contre eux »,« us versus them ». Les équipes ne s'entendaient pas bien? Les gens se connaissaient, ils travaillaient ensemble.
Il y avait même des amis proches qui étaient dans des équipes séparées. En revanche, dès qu'il y avait un problème, c'était souvent l'autre équipe qui avait généré ce problème-là. Et quand on était en rétrospective, au bout d'un moment, les solutions, les actions qui sortaient, c'est souvent des actions vers l'autre équipe. Et on a assez peu de contrôle sur l'autre équipe. Donc ça, c'est un des travers qui peut vous amener à changer vos configurations multidisciplinaires. Parce que ça demande une énorme discipline de s'occuper de la même base de code, de la même façon, avec la même attention. À partir du moment où il y a une équipe qui a l'impression qu'elle s'en occupe mieux, commence à faire des tests plus pertinents ou couvrir plus grand ou commence à faire ses propres pratiques de design et de conception et que l'autre équipe ne veut pas suivre, là, on se retrouve avec des équipes qui ne sont pas d'accord quand ils commencent à travailler dans le code. Donc, vous faites un enregistrement de votre dernière version de code, puis là, l'autre équipe est surprise de voir ce qu'elle voit. Puis là, il commence à avoir un débat d'opinion. C'est là où le multidisciplinaire commence à avoir une faiblesse, puis on sent que quelqu'un devrait être responsable d'un sujet d'intégrité. Puis là, ça vous amène à avoir d'autres modèles. Mais tant que vos équipes sont capables de s'entendre sur des standards de code, des standards de conception, puis qu'ils s'entendent bien ensemble, ce modèle-là est très souple, très autonome, parce que chaque équipe peut travailler à son propre rythme. Ça veut dire qu'une équipe pourrait avoir son propre cadence de sprint, avoir sa propre vélocité, l'autre équipe travailler à sa propre cadence de sprint, une équipe aux semaines, l'autre équipe aux 3 semaines, c'est pas grave, on se fait pas de coups de cochon entre nous. C'est bon? Donc, vous commenciez à avoir des faiblesses de ce type-là. Vous avez commencé à avoir des besoins comme les communautés de pratique. Ce qu'il y a de particulier dans le monde de l'Agile, c'est qu'on a un peu renversé le pudding. Dans une organisation traditionnelle, souvent, la pratique est comme garantie en dessous d'un silo qui est responsable de sa pratique, avec même une hiérarchie parfois, puis tu appartiens plus à un groupe de pratique que tu appartiens à une équipe de projet. Tandis que dans le monde de l'Agile, on dirait qu'on renverse le pudding, on dirait que tu appartiens plus à une équipe de projet. Et là, ça pourrait donner une faiblesse au niveau de la pratique. Puis le genre de compensation qu'une organisation agile fait pour compenser ça, c'est des groupes comme des communautés de pratique, où des gens, comme par exemple tous les analystes fonctionnels ou tous les responsables de l'assurance qualité vont se rencontrer pour dire, ici, dans notre organisation, comment ça devrait fonctionner. Puis après ça, chacun des représentants qui sont dans ce groupe-là ramène la pratique dans chacune des équipes de projet pour la faire vivre. Donc, comment ça s'est passé chez vous? Dans notre cas, on a senti le besoin de mettre en place une manière plus explicite pour que certains experts se parlent, même s'ils ne sont pas dans la même équipe. Et en expertise, c'était des expertises techniques, mais également des exercices de facilitation. Donc, quelques communautés de pratique autour des modules ou des techniques fortes de développement ou de produits à l'intérieur du bus d'entreprise, mais également une communauté de pratique de Scrum Master, donc de se rencontrer de manière explicite, de partager ce qu'on vivait, afin d'harmoniser nos manières de faire et de faire émerger le plus vite possible des problématiques qui pourraient avoir un impact sur notre capacité à livrer. Un autre aspect qui est des fois challengé quand on commence à avoir plusieurs équipes, c'est qui est responsable de la vision d'architecture, de l'intégrité, de la cohérence. Et souvent, les architectes qui avaient avant un moment pour structurer le projet en amont ont perdu ce moment-là parce qu'aujourd'hui, on essaie de livrer le produit de manière incrémentale. Donc, on découvre, on conçoit à la volée. Donc, ces gens-là ont quand même une expertise importante. Puis là, on cherche le moyen de les ramener pour essayer d'avoir quelque chose de structuré et cohérent. Les centres d'expertise permettent de faire ça. C'est un mélange de un leader qui va suggérer quelque chose et de gens qui vont aller le mettre en application dans les différentes équipes et qui vont aller faire vivre cette vision-là dans les réalisations. Donc, quand on dit dans une équipe Scrum que le PO va dire qu'est-ce que l'on va faire, après ça, l'équipe de développement est responsable du comment. Bien, si un de vos membres de développement a fait partie de ce groupe-là, il est supposé de connaître la vision intègre et cohérente. Donc, il est supposé de la communiquer dans tous les exercices de type planning, séance d'estimation et ainsi de suite. Et donc, il va faire vivre sans avoir besoin que l'architecte nécessairement soit présent comme un membre de l'équipe.
il va avoir eu son incidence quand même par transfert ou par collaboration. Comment ça s'est passé chez vous? Finalement, le centre d'expertise architecture a émergé relativement facilement parce qu'il y avait des experts et puis des architectes qui faisaient partie des équipes, qui faisaient autre chose également. Et ça, c'est un centre d'expertise qui a eu plusieurs avantages. Déjà aussi, il a mis un ensemble de têtes et pour l'organisation. Le reste de l'organisation n'était pas forcément agile, n'y comprenait pas forcément que qui est responsable de l'architecture, il est où mon architecte? Puis dire, ouais, c'est l'équipe. Ce sont les équipes, surtout qu'on était déjà à 3 équipes là. C'est pas facile de ne pas savoir à qui parler. Donc d'avoir un centre d'expertise, d'avoir des têtes associées à ce centre d'expertise-là, ça a énormément rassuré l'organisation que oui, ils savaient ce qu'ils faisaient, on peut également documenter, on peut également savoir à qui parler. Celle qui a mis un peu plus de temps à démarrer, qui a été mort-née plusieurs fois, c'est plus le centre d'expertise autour de la qualité. Moins de porteurs un peu au début. C'est quelque chose qui finalement a démarré quand l'équipe s'est aperçue qu'elle avait un véritable avantage à porter la qualité elle-même et à trouver des manières de l'améliorer. Habituellement, quand on a un produit, on a combien de product owners? On est tous d'accord avec ça? La notion de proxy PO, ça vous dit quoi? Ça vous fait rire? Donc, pourquoi on dit un product owner habituellement? C'est quoi notre intention? Pourquoi on ne se permet pas un comité de produits? Oui. Avoir une seule vision? Le problème, c'est l'obtention du consensus. Et là, si vous avez des problèmes de consensus, ce qui risque d'arriver, c'est qu'un product owner... non, je recommence ça. Si vous avez un problème de consensus, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va travailler sur les sujets qui sont évidents, sur lesquels on ne se pose pas de questions, puis qu'on n'a pas besoin de s'ostiner, puis on va dire aux équipes, travaillez là-dessus en attendant. Puis quand on se sera entendu sur les sujets plus importants, là, on vous les donnera. Le problème, c'est que quand vous faites ça en agile, si votre sujet est important, il était probablement structurant. Et si vous n'avez pas soumis votre sujet structurant, vous allez avoir du refactoring. Et là, quand les gens disent « En agile, ça se pourrait qu'on refasse tout », effectivement, si vous ne mettez pas vos sujets structurants importants au départ, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un refactoring important. Et là, vous avez fait le evil, vous avez fait un comité de produits. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce que c'est contre agile, votre affaire. Faut pas minimiser les cauchemars du coach agile qui va sortir de tout ce qu'il sait et qui finalement est peut-être pas aussi agile qu'il pense l'être. Donc on a décidé de casser le dogme. On a décidé de faire un groupe d'analystes /PO. Et en fait, pour plusieurs raisons, on n'arrivait pas à gérer la complexité. Ce produit-là est très complexe. 3 équipes de 8 personnes, ça fait de la bande passante. Il faut avoir un backlog en santé pour réussir à amener du travail à tout ce monde-là. Et on s'est aperçu qu'on n'y arrivait pas. Et que le PO stratège, qui était le gestionnaire, lui, il ne voulait plus être dans chaque meeting de priorisation, dispatch, et puis à prendre des calls pour les gens. Il voulait laisser ces gens-là réellement prendre le contrôle et être les owners du backlog. Donc on a essayé plusieurs choses, on a mis ce groupe-là, puis déjà, il n'y a aucun éclair qui est venu nous frapper. Donc on peut aller jouer dans des dogmes, ça se fait, à condition qu'on sache pourquoi. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les fondamentaux, au-delà de dire qu'il faut un seul PO, les fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'une équipe, ils étaient là. Ça s'est vraiment mis à marcher et à s'améliorer, ce groupe-là, quand on l'a considéré comme une équipe, et puis qu'on a fait ce qu'on fait avec des équipes agiles, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés, on a mis un facilitateur, alors on peut l'appeler Scrum Master, mais il ne faisait pas du Scrum. Et à partir de ce moment-là, où ça a été vu comme une équipe, avec un engagement, avec des choses à faire, des choses à suivre, on a commencé à avoir un réel gain. Et on a pu travailler dans ce modèle-là. Donc voici à quoi ça pouvait ressembler. Donc, toujours un seul backlog, une équipe produit
qui a la vision globale de ce backlog-là, avec des expertises à l'intérieur. C'est assez complexe pour qu'il y ait besoin de gens qui connaissent plus un peu l'investissement côté public, côté privé. Des équipes encore multidisciplinaires. Puis ça ressemble un peu à Spotify, non? Et en fait, c'est ce dont on s'est aperçu. Puis le coach qui a monté ça, il est dans la salle là. Merci Simon pour ton travail. C'est que finalement, nos idées, nos lectures nous ont amené à dire waouh, finalement, ce que nous a amené les communautés de pratique et les centres d'expertise, ça a été la colle de ces trois équipes-là. Faire en sorte que les problématiques qu'on avait de eux contre nous, à travers ces principes-là, on finit par résoudre ces problématiques-là, en tout cas les voir le plus en amont possible. Maintenant, on est arrivé aussi à se dire qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour éviter que chaque équipe, sur leur gestion du besoin, ne diverge pas. Justement, on a utilisé d'autres approches suivies de nos lectures. Il n'y avait pas que le livre de Mathieu à lire, il y avait aussi des livres sur l'ES, et avec des concepts extrêmement intéressants de convergence, de divergence et de convergence. Donc faire en sorte que les 40 personnes qui travaillaient sur ce produit-là maintenant, comment ils pouvaient avoir une seule vision commune, tout en étant capables de diverger, travailler sur des bouts, se focaliser et revenir. Donc ça a été des essais pendant plusieurs mois de planification commune. Tout le monde ensemble dans la même salle. Puis après on se diverge, puis on revient pour se faire un peu ces éléments-là. Si jamais vous avez entendu parler de SAFE, il y a des éléments de PI planning là-dedans. Pas complètement, mais des choses intéressantes. On a même essayé des bazars sur les revues. Voici tout ce qu'on a fait. Venez voir. Parce que notre PO stratège, avant 3 équipes synchronisées, les revues en même temps, il ne pouvait pas être partout. Donc on a réussi à faire ce genre de choses-là. On a également quelque chose qu'on utilise depuis des années, l'ensemble du groupe, ensemble dans une salle pendant une demi-heure, à expliquer à tout le monde la valeur qu'ils ont livrée et les apprentissages qu'ils ont faits. Donc on est allé chercher d'autres approches, d'autres modèles, pour essayer de mettre une colle dans tout ça. Ça a été assez fantastique, énormément de gains, la capacité de réduire le risque opérationnel aussi. Quelque chose dont je ne vous avais pas parlé, on avait des spécialistes au début. Ces spécialistes-là pouvaient créer des problématiques inter-équipe qui limitaient l'engagement. Quand on ne peut pas aider quelqu'un d'autre, ça limite l'engagement d'une équipe sur un livrable. Si on n'a pas de compétences pour l'aider, c'est assez difficile. Donc là, les gestionnaires ont commencé à regarder les notions de mettre des compétences majeures pour les gens, donc vraiment leur verticale, et puis de leur demander d'avoir une mineure. Puis on commence à avoir les notions de T-shape. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler de ça. Une compétence majeure, une mineure qui nous permet d'aller jouer un petit peu plus avec les autres. Donc tous ces éléments-là ont amené beaucoup de bénéfices pendant cette deuxième année. Et on a commencé à avoir des points d'inflexion. Peut-être victime de notre succès, on devait encore grandir. On avait des projets plus gros de transformation dans l'entreprise. Or, ce projet-là, quand c'est dispatché dans 3 équipes, l'interlocuteur, il dit « mais à qui je parle pendant ce sprint-là ?» Puis ça va changer le sprint d'après. Donc on avait une problématique comme ça, trop d'interlocuteurs. Et l'équipe avait une volonté d'essayer de s'organiser autrement. Donc là, on a fait une 3e restructuration. Puis cette fois-ci, on avait une belle maturité de tous ces gens-là. Et la seule chose qu'on leur a donnée, c'est « voici les objectifs. Organisez-vous. Prenez les cadres que vous voulez, la manière dont vous voulez vous structurer, la manière dont vous voulez vous organiser. Il n'y a plus de taille d'équipe, il n'y a plus rien. Faites ce que vous voulez. C'est ça la valeur qu'on a à livrer. » Et ça a donné ça. Juste avant qu'on passe dans le 3e modèle, j'aimerais qu'on porte attention à ce que Guillaume a dit, parce qu'ils ont vraiment fait un pattern anti-agile en disant qu'on va faire un comité de produits. Mais ils ont trouvé une technique agile pour mitiger le risque du manque de consensus. Il y a quelqu'un a entendu ce qu'ils ont fait? Ah ben là, vous écoutez ou pas, là? Ils ont mis un coach à l'intérieur de l'équipe. Quand on se posait la question, cette équipe-là, va-t-il réussir à s'auto-organiser entre elles? Va-t-il réussir à faire consensus? On a pensé au rôle du Scrum Master.
Ben là, ils avaient un problème similaire avec un comité de produits et ils ont trouvé une solution qui était similaire. Je vais mettre un coach avec eux qui va s'assurer que cette équipe-là s'entend bien, probablement qu'elle s'écoute, probablement qu'elle entend les perspectives de tous et chacun pour prendre une décision ensemble. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai vues. La deuxième chose que j'ai entendue qui est très intéressante dans ce que Guillaume m'a dit, la notion de converge, diverge, converge, diverge. Ça, c'est déjà une excellente pratique pour une simple équipe qui fait du planning. Combien de personnes ici ont vu combien c'est désastreux d'avoir un product owner qui parle avec son projecteur à une équipe de développement pendant plusieurs heures? On voit le développeur mourir. Il sèche. Mort par PowerPoint. Mort par PowerPoint. Ça s'écrit bien sur une pierre tombale. Donc, le truc, c'est de dire, est-ce qu'on en a assez pour aller travailler l'idée? Allez-y, revenez. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On met ça en commun. On en a-tu assez? Non. Quels sont nos prochains sujets? On repart, on revient, on repart, on revient. C'est la seule manière. Vous êtes capable de faire un meeting de 8 heures avec des développeurs. Autrement, vous allez les faire mourir et sécher. Et là, ils ont scalé la pratique. Ils l'ont scalé à un point où là, ils n'étaient plus en train de juste penser à qu'est-ce que pourrait devenir un sprint, puis comment on va organiser notre travail entre nos équipes. Ils sont en train de l'utiliser pour configurer la troisième mouture. Donc, c'est les individus, on leur dit, voici le point d'inflexion. Vous savez ce qu'on fait là, depuis 2 ans. Là, voici les problèmes qu'on rencontre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour que ça se passe mieux la 3e année? Et là, ils vont y réfléchir, ils font une proposition, et là, on est vraiment dans le concept de l'amélioration continue. Donc, le résultat de la 3e mouture, ça vient d'eux. C'est la base qui a été la construire. Donc, un des concepts qu'ils ont ajouté, c'est la notion d'une équipe par composant. L'équipe par composant se prend un sujet pour lequel elle est responsable. Ça peut être un module, ça peut être une librairie, ça peut être une couche d'architecture, peu importe. On dit, toi, tu t'assures de l'intégrité de ce composant-là. Dans votre cas, ça s'est passé comment? Mais l'idée, c'est pas de faire d'une équipe de composants parce qu'on va diviser tout le produit en composants. Ça vient d'un besoin réel de restructurer et de mettre beaucoup d'énergie sur un des composants, parce qu'on a besoin de le refactorer, ou est-ce qu'on a besoin de le penser autrement, ou on a une dette technique. Donc c'était un petit peu tout ça qui a fait qu'il y a une équipe qui s'est construite autour d'une compétence particulière qui était nécessaire pour ce composant-là, et ils se sont dit, dans les mois qui viennent, c'est ça qu'on va faire. Ensuite, comme le comité de PO a commencé à s'occuper de sujets un peu plus gros. Je pense qu'on ne l'a pas bien mentionné jusqu'à maintenant, mais cette équipe-là avait des petites demandes qui étaient plutôt fermées et complètes. Donc, c'était plus facile pour une équipe multidisciplinaire de prendre n'importe quoi. Là, on commençait à avoir des travaux de refactoring ou d'évolution un peu plus conséquents que tu ne pouvais pas vraiment briser parce que sinon, il fallait tout réattacher ça. Donc, l'équipe multidisciplinaire, elle a dû se transformer en une équipe plus de features. L'équipe... Excusez-moi, il va falloir que je tousse un petit coup. Merci. Donc, c'est presque la même chose qu'une équipe multidisciplinaire, une équipe de feature. C'est juste qu'elle a toutes les compétences requises pour livrer son feature. Et ça veut dire que si elle devait recevoir un nouveau feature, vous pourriez avoir besoin de changer la configuration de cette équipe-là. Ce qui n'est pas le cas d'une équipe multidisciplinaire, parce qu'une équipe multidisciplinaire aurait toujours toutes les compétences pour livrer n'importe quoi sur un système. Et là, je me retrouve avec une équipe qui est en même très souple, mais en même temps un peu spécialisée d'un feature, appelez ça code d'utilisation, EPIC, appelez-le comme vous voudrez, mais une espèce de lot de requis. Comment ça s'est matérialisé chez vous? Ça s'est matérialisé autour, je parlais tout à l'heure, des gros projets qui arrivaient. Puis ces gros projets-là, ils avaient des gros ensembles de fonctionnalités. Un des exemples, c'est la refonte du modèle de données. Ce n'était pas juste le modèle de données du bus, c'était des modèles de données d'investissement. Et cette façon de faire a permis déjà de se focaliser. Il y avait des compétences dont on n'avait pas forcément besoin dans l'équipe. Donc plutôt que d'avoir une personne qui fait des petits user stories un petit peu par la bande dans cette équipe-là, va dans une autre équipe multidisciplinaire. Et cette équipe-là était vraiment orientée sur je vais livrer cette fonctionnalité, et cette fonctionnalité va sûrement prendre plusieurs sprints à livrer.
Donc, une espèce d'engagement sur un besoin d'affaires. C'était une des premières fois qu'on arrivait aussi à aller chercher un engagement d'équipe sur quelque chose de plus gros que des petites demandes unitaires. Et ça a solutionné aussi notre problématique de contact client qui pouvait, sur une demande particulière, dans la durée, avoir une équipe avec qui parler. Et ils ont également introduit la notion de l'équipe de soutien. Et là, probablement que quand on pense à l'équipe de soutien dans le monde de l'agile, on a tout de suite l'idée du DevOps qui ressort. L'équipe qui s'occupe de rendre les environnements, l'outillage, le scripting, j'ai déjà dit environnement, je l'ai dit 2 fois. Il y a beaucoup d'environnements en développement logiciel. Donc, cette équipe-là qui est responsable que l'équipe se concentre principalement sur le développement de valeur ajoutée, puis ait un peu moins besoin de s'occuper de tout ce qui est soutenant et qui est aussi parfois le commun. Et donc, ça permet de concentrer le budget à cet endroit-là plutôt que de dire c'est à chacune des équipes multidisciplinaires de financer l'évolution de la structure. Donc, chez vous, comment ça s'est passé, cet aspect-là de l'équipe de soutien? Eh bien, exactement comme tu l'as dit. Mais il y avait un avantage supplémentaire, c'était que cette équipe de soutien, finalement, n'a pas juste été créée pour servir ce produit-là, elle a également été créée pour servir l'ensemble du reste des livraisons de services TI dans l'organisation. Donc ça permettait vraiment de libérer une bande passante et tous les rêves et d'amélioration que les équipes pouvaient avoir, d'avaient des gens qui pouvaient s'y concentrer afin que les équipes puissent se concentrer sur la livraison de valeur. Et ça ressemblait à ça. Donc on retombe et on retrouve tous les éléments qui étaient constitutifs de notre deuxième réorganisation et d'aller chercher finalement la quintessence de toutes ces choses-là, de faire fonctionner ensemble, d'avoir un certain nombre d'équipes. On était toujours sur un seul backlog. On est vraiment dans une équipe produit maintenant qui roule, qui est capable d'avoir des visions features, qui est capable de parler avec des équipes de projet dans le reste de l'organisation. On a toujours nos communautés de pratique, nos centres d'expertise qui font la glue de tout ça. Et ça fait quelques mois qu'on roule comme ça. Et ce qu'on s'est aperçu pendant ces quelques mois... Juste avant de changer de slide, j'aimerais ça pointer des choses. T'étais-tu sur le point de changer? Oui. Je t'attrape au bon moment. Tu vois, je t'écoute. Cette configuration-là qu'on est en train de voir, il y en a qui commencent comme ça. Mais habituellement, quand on commence comme ça, c'est parce qu'on essaie de respecter les contraintes de l'organisation actuelle. On ne le fait pas nécessairement au service du produit qu'on est en train de construire. Ici, là, leur équipe composante, là, ils ne se sont pas dit, parce qu'on a des SOA, on va se faire une équipe SOA. Ils ont attendu d'avoir un produit qui avait l'air d'avoir un besoin de cohérence, d'intégrité et d'avoir de l'amour, de l'attention pour dire, lui, ça serait peut-être temps que quelqu'un s'en occupe d'une manière plus dédiée, disons. Mais ils n'ont pas commencé par dire, parce qu'on a toutes ces couches d'architecture-là, parce qu'on a tous ces composants-là, alors forcément, on va avoir toutes ces équipes-là, parce qu'ils auraient commencé avec un casse-tête énorme en termes de synchronisation. Donc, ils l'ont fait quand le besoin s'est fait sentir. Même chose pour les équipes de feature. Tant qu'ils n'ont pas eu des demandes qui étaient plus grandes, ils n'ont pas senti le besoin de former des équipes de type feature. Ils ont attendu que le besoin se fasse sentir avant d'adopter une configuration adaptée. Oui? Donc, on nous demande si les équipes features sont pérennes ou temporaires. C'est vrai qu'il faut répéter les questions pour la vidéo. C'est pas juste parce que je suis un peu toc. Elles sont temporaires. En fait, ce qu'on s'est donné, c'est la capacité de se réorganiser facilement. En fait, on s'est donné une capacité agile d'organisation. Est-ce que c'est l'équipe qui est responsable de sa composition? Oui. Est-ce que la maturité en prend un coup? C'est un des éléments qu'on va voir dans le slide d'après. On est dans de l'ajustement de ces choses-là. Là, démanteler une équipe features pour refaire autre chose, soit une autre, aujourd'hui, ça nous prend 2-3 jours peut-être. Et c'est long sur des sprints de 2 semaines. Donc, on est dans ces modèles-là en ce moment, avec encore des gains substantiels d'avoir cette approche-là. On a également une équipe
qui travaillent ensemble depuis, pour la plupart, plus de 3 ans. Donc on a une véritable maturité. On fait des réorganisations. Ils savent se remettre en selle assez rapidement en tant qu'équipe. Ce qui est important également dans les réorganisations qu'on a faites, c'est que la première, on voit que le point d'inflexion venait de tensions internes. C'était la capacité de travailler ensemble qui a fait que on a amené les équipes à repenser puis à amener d'autres principes. La deuxième réorganisation qui a amené à ça, ce sont plus des tensions et des changements de notre environnement. Si jamais on n'avait pas eu de gros projets, si jamais on n'avait pas eu de choses, de grosses features qui arrivaient, on n'aurait pas forcément vécu ça. Donc, ce qui est important dans ce qu'on a vécu, la leçon apprise, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un changement, on l'a fait parce qu'il y avait un besoin d'affaires, une demande d'affaires ou un environnement qui changeait ou un véritable besoin. Et c'est là qu'on arrive à où est-ce qu'on en est maintenant. Tout ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça fait quelques mois qu'on vit avec, ça fonctionne relativement bien, et on s'aperçoit que l'équipe est tellement dans un mode d'amélioration continue qu'ils sont toujours en train de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et il y a eu plusieurs idées qui sont apparues ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et on va se mettre, on va abandonner les contraintes des itérations en sprint, puis on va se mettre en complet Kanban, et on va faire du continuous delivery, puis on va être, plutôt que d'avoir un besoin qui prend entre 2 et 3 semaines dans le cycle normal, entre sa demande et sa livraison, et si jamais on peut le faire en 3 jours, on va le faire en 3 jours. Donc vraiment ce genre de questions-là. Et ça paraît un piège. Ça paraît facile à dire, mais c'est énormément d'investissement. Changer notre manière de faire, avoir des processus stables pour travailler avec les opérations afin de faire du continuous déploiement, alors qu'on est dans des cycles de 2 semaines qui fonctionnent déjà bien, même si on a quelques exceptions qui nous permettent de le faire, c'est des investissements majeurs. Et c'est là qu'on tombe dans... Et c'est le piège. C'est le piège de travailler avec un framework ou le piège de travailler avec un coach agile qui, lui, se dit « Hey, maintenant on est rendu là. Oui, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi on changerait une configuration qui fonctionne bien? Jusqu'à maintenant, la première année, ils avaient un problème, ils n'étaient plus capables ils avaient submergé le PO stratège et ils commençaient à avoir des demandes plus conséquentes. Ces équipes multidisciplinaires-là n'étaient plus capables de faire la job. Ensuite, ils ont eu des problèmes parce que certains composants qui avaient besoin d'amour, parce qu'ils avaient besoin d'être cohérents sur les différentes pratiques, sur une vision cohérente. Ils ont créé donc de nouvelles structures. Mais là, ils sont juste en train de faire comment je dirais ça, un trip agile, si je faisais la comparaison avec le trip techno. Et là, ça serait peut-être une bonne idée d'attendre qu'il y ait un problème pour savoir c'est sur quoi qu'on devrait travailler la prochaine fois, plutôt que d'essayer de juste devenir plus agile. C'est le danger de s'être inspiré d'un framework. C'est le danger d'avoir un coach agile un peu trop... Et là, un peu trop zélé. On pose plutôt la question, on en a combien de clients qui demandent à être livrés en 3 jours? Il n'y en a pas tant que ça. Puis quand on se compare au reste de l'industrie, combien d'industries qui ont la capacité de mettre à jour un bus d'entreprise en 2 semaines? Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en connais qu'une en ce moment. Puis, on a travaillé avec cette industrie-là pour être capable de le faire. Voilà notre histoire. Si vous avez des questions, on va les répéter avant d'y répondre. Oui. Rappelez-moi combien de personnes qu'il y a dans l'écosystème ces jeux-là. Ça implique combien de personnes? Combien de personnes dans le produit dont on parle, là? Une quarantaine à peu près, qui s'inscrit dans un groupe qui fait 80 personnes, s'inscrit dans un groupe TI qui fait à peu près 250-300 personnes. Comment on ferait pour scaler ça avec 500-600 développeurs? La première question que je me poserais, c'est est-ce que ces 500-600 développeurs travaillent sur le même produit? Et si oui, on inventerait d'autres cadres, on essaierait d'autres choses, puis on s'adapterait rapidement.
Le nombre de personnes n'est pas nécessairement un enjeu ici, là. L'enjeu, c'est qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui avec tes 500 ou 600 personnes. Et là, on pourrait commencer à avoir une discussion intéressante. Juste de dire, scaler à 500-600, ça veut dire quoi? Ça m'a l'air juste d'essayer de répondre à des patterns qui existent dans le marché, puis d'après moi, tu fais fausse route. Si tu as posé la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, va t'aider à choisir lequel modèle aurait besoin d'être maintenant amélioré. Donc, juste faire attention de te poser la bonne question avant de te lancer sur « je les organise de manière agile, les 500-600 ». Il y a sûrement du bon dans ce que tu fais. Travaillons sur ce qui marche moins bien. Mathieu, il y avait une question là-bas. Là, il y en a de partout. Là. Il y en a là. Il va falloir garder les mains levées pour nous aider. Là. Ici. Oui. Souvent, les défis des organisation agile, c'est de s'intégrer une portion des livrables à d'autres portions qui ne sont pas agiles. Oui, comment intégrer... Elle est longue, ta question. Comment intégrer une portion délivrable ou une portion d'équipe agile dans une organisation qui ne l'est pas? C'est un défi, puis on essaye surtout de se structurer pour minimiser les dépendances. Donc, dans le cas des grosses features, par exemple, on avait une équipe agile et de multiples équipes agiles qui faisaient ces features-là elles-mêmes et qui les livraient après à une équipe projet. Donc, on limitait les dépendances à une livraison à une autre équipe. Il y en avait moins pendant le travail. Ça a l'air facile, cette réponse-là. J'ai vu des exercices dans des formations de scaling où on demande à peu près 70 personnes dans la salle réorganiser le travail de manière à libérer la dépendance. Et là, on pourrait se dire, bien voyons donc, on ne peut pas les laisser s'organiser, faire ça tout seul. Si vous utilisez des techniques de converge, diverge, oui. Il faut juste les laisser dans une salle sans cette espèce de manière de fonctionner là. Non, ils n'aboutiront pas. Donc, va dans ton équipe, va voir c'est quoi tes dépendances, ramène ça au reste du groupe, travaillons à retravailler les sujets, retourne dans ton équipe, ça l'a-tu réglé ma dépendance, puis éliminons au maximum les dépendances. C'est sûr qu'il faut y avoir un responsable qui enlève les dépendances à votre place. Mais vous ne profitez pas d'un modèle qui va scaler, par exemple. Vous êtes en train de dépendre d'un individu qui va le faire à la place des autres. Oui? Vous avez parlé que vous avez monté un centre d'expertise et une communauté de pratique. Pourquoi pas tous, on fait des communautés pratiques en architecture ou en qualité? Pourquoi vous avez segmenté ça en deux? Ben oui. Comment ça se fait qu'il y a des centres d'expertise puis des communautés de pratique? Pourquoi on n'a pas juste pris un des deux modèles? Parce qu'on pense profondément que ce n'est pas la même intention. La communauté de pratique est là pour générer un espace de conversation et de partage de connaissances pour faire grandir tout un groupe de gens dans une pratique. Le centre d'expertise va être là pour garder une expertise qui peut être très spécifiquement liée à un produit ou comme s'assurer que les artefacts qui sont associés à ce produit-là, comme centre d'expertise d'architecture, allaient exister et allaient être mis à jour par des définitions déterminées dans chacune des équipes. Tu sais qu'on est rendu au bout de la time box, mais comme il n'y a pas d'autres conférences juste après, la seule chose qui les retient, c'est le repas. Oui. Ou l'envie de poser des questions. Ah, c'est ça, c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point on est plus fort qu'un lunch. Quelle équipe s'occupe de régler les bugs anomalies? Celle qui les fait. On parle d'une feature, mais le bug, c'est un bug du produit. Le produit, il est dans ce groupe-là. Donc, on n'a pas d'équipe de testeurs même à côté, là. L'assurance qualité se fait dans les équipes de développement, le bug fix se fait dans les équipes de développement. On a des gens qui sont responsables également de faire du support. Et quand ils se sont fait réveiller 2-3 fois dans la nuit parce que quelque chose a été mal fait, c'est un incitatif assez fort dans une rétrospective pour que ça n'arrive plus. Ça, mais je ne l'avais pas remarqué, ça, cet aspect-là. Je trouve ça intéressant. Un peu à l'exemple du release train dans Safe qui dit quand tu as une gang, tu la gardes ensemble. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils gardent la gang autour du même produit. Puis ils font juste réorganiser ces gens-là, mais toujours autour du même produit. Donc, c'est la configuration de la manière dont on s'en occupe, mais
n'as pas changé essentiellement le pool de personnes autour de ton produit. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a encore quelqu'un qui va répondre au téléphone la nuit. Autre question? Vous avez faim? Ah ouais, là, on a perdu. Hein? Ouais. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.